Salut à vous qui regardez ce programme lorsque nous ne sommes plus là. C'est un petit peu pour vous, nous le faisons. Nous allons migrer progressivement sur YouTube. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ce que nous faisons, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Nana Ketcha, parce que progressivement, nous allons migrer plutôt pour construire ces émissions qui ont pour vocation de participer à la construction du savoir, au partage de la connaissance, à la conscientisation. Nous allons progressivement donc migrer sur YouTube et n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à vous abonner à notre chaîne Nana Ketcha, parce que progressivement, c'est là-bas où ça va se passer. Donc, nous sommes sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Donc, je suis très ravi de vous retrouver une fois de plus pour le troisième volet de notre émission portant sur ce que j'ai appelé la nouvelle négritude, c'est-à-dire que les engagements de la nouvelle génération des Noirs, comment se pensent-ils dans ce monde pluriel, comment se pensent-ils dans ce monde en mutation, comment ces personnes noires dans un monde de compétition que peut être le monde occidental trouvent-ils leur place et comment négocient-ils leur épanouissement? Comment ne se laissent-ils pas dominer, submerger, voire déprimer? Une fois de plus, je serai en compagnie de Sierra Nevada qui va encore nous faire part de son expérience, de son savoir, en fait, de sa trajectoire, tout simplement. Bienvenue, vous êtes dans le sens critique. Une fois de plus, abonnez-vous sur notre page Nana Ketcha, c'est sur YouTube, parce que progressivement, c'est là-bas où ça va se passer. Armel Nana, ma petite, depuis le Canada, je salue Nadège Akamba, Milozen Cheveux. Partagez dans vos réseaux pour inviter d'autres personnes, surtout informez-les de notre page YouTube Nana Ketcha, parce que c'est là-bas où ça se passe pour l'essentiel. À la fin de ce programme, nous le rediffusons sur YouTube. Et dans les semaines à venir, nous diffuserons essentiellement live de YouTube. Vous ne nous aurez peut-être plus sur Facebook. Le temps d'accueillir mon invité, comme ça on ne va pas beaucoup tarder. Je vous fais écouter ceci. Voilà, une fois de plus, bonsoir à tous. Inviter d'autres personnes et on va y aller dans 5 minutes. Peut-être le temps de dire à ceux qui sont dans la région de Paris que nous avons rendez-vous le samedi 8 prochain pour la signature de mon livre. La signature de ce livre, Rachel Arbatan, samedi prochain. Nous ferons une petite conférence, nous ferons un peu de musique, nous passerons un temps convivial. Et nous nous retrouverons également le lundi 10 en autre lieu pour la même conférence musicale. Bienvenue à vous. Nous parlons aujourd'hui de la négritude qui se met en mouvement. Le tigre ne chante pas sa tigritude, mais elle saute. C'est Wole Soyinka, c'est un prix Nobel de littérature. Qu'est-ce que vous faites? Bonsoir. Accueillir Sierra Nevada. Et une dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que chacun doit se poser la question de sa part dans ce monde qui se construit. Personne ne fera à votre place si ce n'est vous-même. C'est pas la peine de croiser les bras et attendre. Debout et libre. Debout pour le combat qui vous appelle. Debout pour votre combat. Si nous croisons les bras, personne ne viendra à notre place. J'accueille Sierra Nevada. Bonsoir à vous tous. Bienvenue.
peu comme si tu étais mon espoir ce soir. Que ça se passe bien. Ça va? Ça va, merci. Super. Alors, bonsoir à ceux qui nous rejoignent en ligne. Bonsoir spécial à Fatou Atis, toujours au tête. Alors, Syrah, je vais te laisser encore te présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, mais je voudrais quand même vous dire que nous sommes dans la poursuite d'un entretien qui a commencé depuis quelques semaines. C'est le 3e volet de ce que j'appelle la nouvelle négritude. Il me plaît, il m'est un grand bonheur de discuter avec des jeunes de la nouvelle génération, de comprendre la façon de se situer en tant que noir, en tant que nègre, en tant que sujet en devenir, en tant que sujet promis à un bel avenir. Comment trouvent-ils leur place? Très souvent, ce sont nous les plus grands, comme avant. Les grands chantres de la négritude se sont battus. Ils ont émis des idées, ils ont théorisé des choses qui ont nourri des gens comme moi, qui me suis nourri complètement au cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Je ne sais pas si tu as bien entendu parler. Aimé Césaire, oui. De Senghor, certainement. Oui. Voilà. Donc, ce sont notamment Césaire qui, pour moi, je me suis spécialement nourri à sa poésie. J'aime beaucoup sa façon d'écrire. Je pense que ça a d'ailleurs influencé aussi ma façon à moi d'écrire. Donc, cela nous a nourris et nous a aidés d'une certaine manière à nous situer à notre façon. Mais j'ai parfois le sentiment que, après ces grands chantres, ces grandes figures qui se sont battues spécialement, j'ai un peu le sentiment qu'il y a eu un petit creux, peut-être pas, hein, je me trompe, et je veux savoir sur quoi s'appuie donc cette nouvelle génération pour pouvoir prendre le relais de ce que nous avons fait ou de ce que nous n'avons pas fait, la génération d'avant. Syrah, bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Et tu t'adresses à nos amis pour qu'ils sachent bien qui est Syrah une fois de plus. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Syrah, je suis sénégalaise et camerounaise. Donc, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est lorsque j'ai eu ma fille que j'ai eu comme un déclic sur notre position de noir en France et dans le monde plus généralement. Parce que j'ai vu ma fille qui était encore innocente, qui n'avait que 2 ans, être déjà frappée de complexe. Oui. Donc ça m'a ramené à mes propres complexes, Oui. appelons un chat un chat. Bien sûr, ouais. Et du coup, je me suis interrogée sur ces complexes et, entre guillemets, je les ai non pas combattus, mais guéris dans le sens où j'en suis arrivée à la conclusion que c'était des complexes qui n'étaient pas fondés, c'est-à-dire des complexes quant à la couleur de peau ou la nature des cheveux ou tout simplement quant à la culture, quant à l'habillement, quant à plein de choses. Et donc c'est ça qui m'a amené vers l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, à savoir que aujourd'hui, entre guillemets, je me bats pour que ces complexes n'aient plus lieu d'être, pour qu'ils n'existent plus. Parce que, comme on dit, l'histoire noire, c'est une histoire de blessure. Oui. Et pourquoi une histoire de blessure? Comment tu le dis? Au sens propre comme au sens figuré, dans le sens où, enfin, je veux dire, Ouais. des blessures physiques et des blessures morales. La dernière fois, j'ai discuté avec mon oncle et ce qu'on disait, justement, c'est que nos ancêtres se sont libérés de leur chaîne physiquement, mais encore même des années après, on a hérité de chaînes mentales. D'accord. Et je pense que ce sont les plus difficiles à briser parce que c'est des chaînes qu'on ne voit pas. D'accord. Et aujourd'hui, mon combat n'en est pas un. Notre combat n'en est pas un. En fait, on tend juste à être serein, à ne plus avoir le besoin ou l'impression de devoir s'excuser. Ouais. On veut juste avoir les mêmes droits que les autres, c'est-à-dire le droit au respect, le droit à l'éducation, au savoir, le droit, et ça c'est encore autre chose, mais de pouvoir disposer de nos ressources et de nos richesses comme on l'entend, le droit à la réelle indépendance. Oui. Et donc voilà, c'est ce sur quoi portent nos préoccupations, à toi comme à moi. D'accord. Bonsoir Isatou Sisfal, el comandante
Elle est la commissaire générale de tout ce que nous faisons là. Et merci pour ce que tu as fait ce soir. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que je salue Pierre Gann, je salue tous les amis qui sont en ligne. Et je vous invite, ceux qui sont en France ou dans la région, qui peuvent, le 8 juin, à l'Espace Harmattan, c'est à Paris, dans le 6e arrondissement. Je fais une conférence musicale où je serai certainement aussi avec Sira et avec d'autres amis, philosophes, d'autres chercheurs, pour une conférence débat tournant autour de ces préoccupations de construction identitaire, d'interculturel, de choc des cultures, de civilisation. Mais ce sera aussi fait de musique, parce que je chanterai par exemple toujours les mêmes, parce que quand je les chante, ça fait toujours les mêmes. 400 ans dans les cales et les chaînes. Ça fait des siècles comme ça dure. Dans ce théâtre du système, la distribution choisit les mêmes. En fait, l'idée c'est que, je n'ai pas bien accordé ma guitare, c'est pour ça que je ne m'y lance pas totalement, mais c'est que ce que je voulais dire, c'est que est-ce un combat de désaliénation ou alors juste de valorisation? C'est très intéressant, c'est pas toi artiste. Et justement, j'en profite pour vous dire que dans notre couloir, c'est très interactif, c'est-à-dire vous écrivez vos réactions. Si nous les voyons, nous nous nourrissons de ce que vous dites pour pouvoir alimenter notre réflexion, parce que c'est une co-construction du savoir avec les personnes qui sont en ligne. Nous ne pensons pas détenir la science infuse, loin de là, bien sûr. Nous sommes dans un état de raisonnement lié à un moment, à un contexte précis. On peut se tromper, mais aussi grâce à vous, nous pouvons corriger, nous pouvons aménager. Et je vous rappelle donc à ceux qui nous rejoignent que, effectivement, la dernière fois, nous sommes partis de la réalité existentielle de Sira elle-même, qui, lorsqu'elle est née, déjà un sujet métis, appartenant à plusieurs univers ethniques différents, elle se retrouve née en France, encore dans un contexte différent, noir, avec une peau ébène, comme on le voit, et avec un rapport très difficile, en fait, comme la plupart des Noirs. C'est-à-dire que même moi, qui suis né sur le continent, à un moment donné, je veux dire, on se sent complexé, on a un peu honte, on s'excuse. D'ailleurs, c'est ce que j'écris dans l'un de mes textes. Ils s'excusent d'être eux-mêmes, on s'excuse presque. D'ailleurs, c'est ce que Césaire disait, c'est-à-dire qu'on est un peu honteux, on est un petit peu ri, complice dans la scène du métro, du transport public, dans le Canadien retour au pays natal. On est obligé de montrer que non, je ne suis pas exactement comme lui, comme l'autre noir dont on est en train de se moquer. On veut se prouver qu'on est un meilleur noir. Alors, ce que je disais, c'est que à partir de son histoire, elle nous a fait remarquer que dès la naissance de sa petite fille, qui est encore toute jeune, elle a eu un déclic parce qu'elle a vu la douleur dans le regard de son propre enfant. Et elle s'est dit, il faut faire quelque chose. Et il ne s'agissait plus de parler, il s'agissait d'inventer des choses. Il fallait agir concrètement. Et c'est pour ça que tu as commencé à lui raconter des histoires où les acteurs, je vais dire les personnes, les noms des personnages, tu m'as dit, tu as changé les noms des personnages pour qu'elle n'écoute pas juste toujours l'histoire d'Hector ou l'histoire, je sais pas, de Blanche-Neige. Pourquoi pas? C'est très bien d'écouter l'histoire de Blanche-Neige. Parce que la chance des Noirs, c'est aussi de pouvoir réussir un syncrétisme. En tout cas, des gens comme vous, des sujets métis, c'est de savoir se nourrir des apports extérieurs, mais en fait, des apports de tous les horizons, en effet, sans négliger aussi ce qu'on peut appeler l'ADN, c'est-à-dire que ce que nous sommes, ce qu'on est soi-même à la base. Et cela t'a propulsé jusqu'au dessin. Ça t'a fait découvrir des talents artistiques finalement. Et nous avons vu l'exemple de ces dessins la dernière fois. L'intention donc d'écrire, de faire des bandes dessinées, des nouvelles, voilà, illustrées par ces dessins qui peuvent être utiles plus seulement pour sa petite fille, mais pour beaucoup d'autres petites filles. D'ailleurs, il y a des gens qui ont montré un réel intérêt la semaine dernière à ce sujet. Et cette fois, nous allons effectivement nous questionner, parce que ce qui est bien, c'est ce changement individuel qui s'est opéré en toi. Alors, en tout cas, c'est comme ça que je le résume, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est-à-dire qu'à partir d'une prise de conscience, tu as pris une décision d'une auto-transformation. C'est-à-dire qu'avant de changer le monde, nous devons déjà changer nous-mêmes. Amen. Et c'est ce que tu as fait, en fait, c'est ce que j'ai lu
et que l'important pour toi, c'est comment faire pour être meilleur, pour être authentique aussi. Il y a ce que Carl Rogers, un mec qui travaille sur le développement de la personne, appelle la congruence, c'est-à-dire qu'une adéquation entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Tu as voulu d'abord qu'il y ait cette congruence dans ta personne, c'est-à-dire que comment faire que me sentir, l'idée que j'ai, que le noir doit se sentir bien, doit avoir toute sa place, comment moi-même je le vis déjà dans ma maison. Et tu nous as raconté, par exemple, ce rapport avec tes cheveux et ton mari. Bon, je vous invite à écouter les anciennes émissions, hein, c'est assez riche. Tu nous as parlé aussi de ces rapports difficiles qu'on peut avoir avec d'autres Noirs, parce que c'est d'ailleurs comme ça que nous allons parler spécialement des Noirs africains, que ce soit avec des Américains ou des Antillais. Toi, tu connais très bien de quoi il est question, parce que dans la sphère privée, tu vois bien des regards condescendants qui peuvent être encore dans une hiérarchisation des Noirs. Oui. C'est un peu comme si le Noir africain est la catégorie en bas de l'échelle. Ah ben, voilà. Le noir foncé africain. Le noir foncé africain. Oui, parce que parce que ma mère, par exemple, qui est très claire de peau et qui a des yeux verts, à mon avis, elle n'est pas au bas de l'échelle. Non, elle n'est pas au bas de l'échelle. D'accord, très bien. On dit que tu n'es pas au bas de l'échelle, Mani. Alors, donc, ce qui me pousse aujourd'hui, notre raisonnement va porter justement sur... Après cette transformation personnelle, après ce travail sur toi-même, ce changement, comme on dit, qui était un changement individuel, il faut bien qu'à un moment donné, cela ait un impact sur la société, parce que nous sommes des êtres, comme on dit en sociologie, l'homme est un être foncièrement social, c'est-à-dire qu'il est forcément en relation, il obéit à un système de valeurs, il vit dans un milieu, et dans un environnement. L'environnement, même si nous ne voulons pas agir sur l'environnement, l'environnement aura agi sur nous. Donc, comment donc on fait maintenant pour aller au-delà du changement au fond de soi, comme on dit, le changement de cœur, le changement de mentalité? Comment faire pour agréger d'autres personnes? Comment portes-tu ce combat à l'extérieur maintenant? Jeune que tu es, parce que c'est cette position de la nouvelle génération qui m'intéresse. Je pense qu'on ne se pose pas la question au quotidien. Je pense que lorsqu'on a des convictions, on est porté par celles-ci. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit... bon, c'est vrai, des fois, je me pose et je m'interroge. Je me dis comment je vais venir en aide à mon prochain, comment je vais pouvoir améliorer les choses. Mais tu parlais de congruence. Une adéquation entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Voilà. Ouais. Alors, je pense que lorsqu'on a des idéaux sincères, des convictions sincères, forcément, naturellement, en fait, ce qu'on va dire et ce qu'on va faire sera en adéquation avec cela. C'est-à-dire que, voilà, j'ai tout simplement été portée, entre guillemets, par la négritude. J'ai envie de dire que, voilà, j'ai... D'accord. D'ailleurs, pour y aller, je voudrais qu'on revienne à la question de Fatou Atis qui me semble fondamentale. Parce qu'elle a dit, je ne sais pas si tu te souviens, elle a demandé si c'est un combat pour la valorisation ou pour... je pense, en fait, je le résume comme ça. Est-ce que c'est un combat pour la désaliénation ou pour la valorisation? D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Ne te laisse pas troubler, parce que j'accorde ma guitare. D'accord. Je dirais que pour beaucoup, il s'en va d'abord de la désaliénation. C'est difficile à prononcer. De la désaliénation. C'est ça. Et j'ai envie de dire, est-ce que l'un va sans l'autre? Ça... C'est ça. Oui. Oui. Je pense que pour beaucoup, la désaliénation va avec forcément la valorisation. D'accord. J'imagine. Après, comme je dis, je ne suis pas experte sur la question. Mais oui, parce qu'en fait, quand on parle d'aliénation, c'est que certains se sentent tellement dévalorisés ou bien se dévalorisent eux-mêmes. Dévalorisent en tout cas tout ce qui fait partie d'eux-mêmes. C'est-à-dire, encore une fois, leur culture, leur apparence, etc. Donc, oui, je pense qu'il faut valoriser ce qu'on est. Tu m'as dit la semaine dernière aussi que, effectivement, pour rejoindre cela, c'est que la question de la... On ne se... oui, d'ailleurs, tu as très bien dit la dernière fois qu'il s'agit d'un double mouvement, d'un mouvement rétrospectif. C'est toi qui as utilisé le terme la dernière fois, qu'il faut regarder derrière, analyser l'histoire, comprendre dans quel... Parce que nous ne sommes que
qu'une partie d'un maillon, nous ne sommes qu'une partie d'une histoire. Regarder l'histoire, se nourrir de cette histoire, mais ne pas rester comme ça prisonnier de l'histoire, comprendre comment cette histoire résonne en nous. Donc c'est le double mouvement que tu as évoqué pour moi, l'introspection. Et maintenant, après avoir fait cette démarche, il faut arriver à ce que je peux appeler l'extrospection. Donc, c'est-à-dire il faut maintenant partager, il faut maintenant le ressortir. Donc, dans ce mouvement de rétrospectif, la désaliénation qui consistait à comprendre vraiment quelle est la valeur, qu'est-ce que représente véritablement l'homme noir pour se désaliéner de toutes les idées reçues. Voilà, les idées reçues. Ouais. Oui, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, tous les complexes qu'on nourrit, c'est-à-dire ils tirent leur origine quelque part, ils ne sont pas arrivés par hasard. Et je pense qu'une fois qu'on a compris l'origine de ces complexes, c'est à ce moment-là qu'on arrive mieux à s'en délivrer. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que c'est pas fondé et qu'encore une fois, c'est dans notre tête. Et c'est pour ça qu'on parle d'aliénation, parce que c'est des choses qui sont dans notre tête. Et pourquoi j'insiste autant sur le problème de l'identité? Parce que, encore une fois, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Oui. C'est-à-dire que une fois que moi, j'ai pu entre guillemets, me délivrer, me guérir de ces complexes, etc. Oui, tu as utilisé un mot très fort la dernière fois, l'idée de se guérir, parce que c'est souvent ça, c'est vraiment... C'est exactement ça. Oui. C'est à ce moment-là seulement que je peux voir les blessures qui ont été faites à notre communauté, et c'est à ce moment-là seulement que je peux me tourner vers le monde. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai été dans cette démarche d'introspection, et ben forcément, ensuite, je pense que l'étape d'après, c'est de tendre vers la collectivité, vers la communauté. Parce que ce qui est aussi intéressant dans ce que tu dis, c'est que si on a fait une introspection, ça aide aussi à mener un combat apaisé. La notion du combat apaisé, tu l'as évoqué la dernière fois, cela me paraît très important. Parce qu'il ne s'agit pas d'une revendication, il s'agit d'une affirmation. Non? Oui, exactement. L'idée n'est pas de revendiquer quelque chose, c'est d'affirmer qui on est et de prendre tout simplement sa place et de ne pas attendre que ce soit les autres qui nous autorisent à être. Exactement. Et surtout que pour moi, c'est pas un combat contre. Par exemple, c'est pas la cause noire, pour moi, c'est pas un combat contre les noirs. C'est un combat contre les blancs. C'est pas un combat contre les blancs. Ou les arabes, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de la question, noire, on a tendance à voir cette opposition blanc-noir, alors que non, la question est quand même plus compliquée que ça. C'est-à-dire que le problème du noir, c'est qu'il est toujours considéré comme la catégorie la plus inférieure par rapport à ce qu'on se retrouve en Asie, qu'on se retrouve au Moyen-Orient, qu'on se retrouve en Amérique, qu'on se retrouve en Occident. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit à un moment donné, dans mon texte qu'on écoutera, jouet de toutes les tribus humaines. C'est-à-dire que toutes les tribus humaines font du noir leur jouet. Donc ce n'est pas un combat contre, tu disais tantôt. Oui, voilà, je dis que la cause du noir, ce n'est pas un combat contre le blanc ou contre le chinois ou contre l'arabe. Oui, c'est un fait. Certaines de nos problématiques sont directement liées à ce qu'on a pu subir dans le passé de la part des Blancs, de la part de toutes ces communautés, et encore aujourd'hui. Mais là, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est à nous de nous sentir bien avec nous-mêmes, déjà dans un premier temps. C'est à nous d'être dans l'amour de soi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est délivré encore une fois, des complexes, etc. Une fois qu'on est dans l'acceptation de soi, dans l'amour propre, peu importe ce que Pierre, Paul ou Jacques peut penser de moi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sera dans l'unité, parce que comme je le disais souvent, parfois, c'est les Noirs eux-mêmes qui sont les plus racistes, les plus virulents, oui. Les plus virulents. Oui. C'est eux qui vont se moquer, c'est le noir clair qui va se moquer du noir qui est plus foncé. Ah oui, c'est ça. C'est celle qui a posé un tissage qui va se moquer de sa sœur qui a ses cheveux crépus.
c'est des choses qu'on voit au quotidien. C'est des choses qu'on voit au quotidien. Donc, vraiment. Ça rejoint d'ailleurs ce que je crois Fatou Atis dit. Il me semble que c'est vrai, si c'est dans ce sens qu'elle est en train de l'éclairer. Je pense, elle dit c'est un combat tourné vers nous-mêmes. Parce que finalement, dans ce combat de l'affirmation du noir, on a un peu le sentiment que le premier ennemi, c'est le noir lui-même. Le premier adversaire de ce combat est le noir lui-même. Complètement. Complètement. Parce que on se laisse faire. Oui. On se laisse faire. C'est-à-dire que pour beaucoup de choses, on accepte. Parce qu'on est comme dans un cercle vicieux où on répète constamment les mêmes erreurs. Et en fait, on a presque l'impression que maintenant, c'est normal. Il y a certaines choses qu'on subit et c'est normal. Oui. Quand je parle de ça, c'est... par exemple, avant, quand j'étais plus jeune, je me pensais vouée à l'échec. D'accord, oui. Parce que j'étais une noire en France. D'accord. Je pensais pas que je pouvais réussir. Parce que très tôt, je me suis mise dans l'idée que j'étais noire, je venais de la banlieue. Alors forcément, mon avenir... je me rappelle d'un texte même où j'écrivais je serais caissière. Ah oui. Je ne sais... Enfin, voilà. Et donc, voilà pourquoi aussi c'est un combat de valorisation. C'est à nous de nous valoriser. Il faut arrêter de se plaindre, de dire on ne nous ouvre pas les portes. Oui, les portes sont fermées devant nous. C'est à nous aussi de s'autodéterminer. C'est à nous de faire les choses. C'est à nous de pousser les portes. C'est à nous de... Alors, il y en a beaucoup qui le font déjà. Il y en a beaucoup qui fournissent beaucoup plus de travail que les autres. Oui. Mais je pense qu'au lieu de sans cesse vouloir entrer dans des institutions qui sont eurocentrées, qui sont occidentales, à nous de créer nos propres institutions, à nous de nous faire confiance les uns les autres, de nous donner la main, d'être unis, d'être soudés. Oui, toi, viens. Oui, toi, mon frère camerounais, toi, mon frère sénégalais, mon frère ivoirien, venez, on va faire ça. Mais ça, c'est des choses que pour l'instant, malheureusement, on ne fait pas. Nous allons revenir peut-être tout à l'heure, ou sinon ce sera une autre fois, sur cette question. Ça m'intéresse justement, pour ces jeunes noirs qui grandissent en Europe, comme toi, qui naissent et grandissent en Europe, comment ils sont préconditionnés, même par le système scolaire, comment ils ne voient leur avenir, comme tu viens de le dire, qu'en caissière, travaillant chez McDonald's ou chez ceci, j'en sais rien, ils le rêvent. C'est-à-dire qu'ils ne se pensent pas comme capables d'être un directeur, parce que c'est ça l'enjeu du combat. C'est-à-dire que quand vous allez à l'école avec d'autres enfants, les enfants ariens et tout ça, eux, ils pensent être médecins, ils se pensent en directeur général, qu'importe si demain ils ne le sont pas, c'est pas le problème, mais on se projette. Mais je l'ai vu à travers beaucoup d'autres exemples, effectivement, ils ne s'autorisent pas. Et parfois, on les oriente effectivement vers des circuits de BEP, des choses un peu... Voilà. Il y a plusieurs explications à ça. Déjà, c'est un problème qui est déjà très français. Parce qu'aux États-Unis, bon, il y a des différences, mais c'est pas pareil. Je vais prendre un exemple, c'est dans les médias, dans les films. Quand on voit un film où il y a des Noirs en France, c'est Mamadou le sans-papier, Fatou l'excisé, je sais pas, il y a un film qui est sorti, Samba, l'immigré. C'est-à-dire, on ne montre que des noirs qui galèrent. Voilà, oui, c'est toujours le noir qui galère. Le noir. Récemment, il y a un film qui était sorti, Gang de filles. Oui. Et à l'époque, je me rappelle, à cette époque, tout le monde me dit « Ah, mais t'es pas allé voir Gang de filles ? Ah, mais t'es pas allé voir... » Ça, c'est une parenthèse. Oui, non, mais c'est intéressant. C'est des films qui ne m'intéressent pas et que je veux même pas encourager, je veux pas participer à ces mascarades parce qu'encore une fois, ça, c'est encourager des clichés, des stéréotypes. C'est-à-dire que le noir n'est pas noir. Le noir n'est pas juste un individu, le noir est une problématique. C'est-à-dire, dans tous ces films, le noir est une problématique. Le noir ne peut pas être juste un avocat qui traite des dossiers. Le noir n'est jamais érigé en héros. Il est forcément un problème. Voilà. Il est un problème ou il a des problèmes. Ou voilà. Sinon, c'est... Bamba la racaille.
Oui. Toujours, voilà, le noir est toujours un problème. Ouais. Et c'est pour ça que j'insiste aussi beaucoup sur la représentation, sur ce qu'on enseigne aux enfants. Voilà pourquoi j'enseigne à ma fille, ou du moins je lui raconte des histoires, où le noir est héros, où le noir fait des choses positives, où le noir fait des choses bien, parce que ça change de ce qu'ils ont l'habitude de voir au quotidien. Mettez un enfant, mettez-le dans un cadre, dans un environnement où sans cesse le blanc est un super-héros et où sans cesse le noir a des problèmes ou crée des problèmes, et qui ressemble plus à celui qui crée des problèmes qu'à celui qui réussit des choses, forcément, il va l'assimiler comme étant une réalité, comme étant sa réalité. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, et c'est ce qui se passe avec beaucoup de Noirs et même d'Arabes. Mais ça, c'est leur... voilà, mais c'est un grave problème, parce que c'est vrai que du coup, ça bride nos ambitions. Oui. Et on ne se donne pas d'objectifs élevés. C'est-à-dire qu'on se contente de peu, on se contente de ce qu'on a, on se contente de ce qu'on nous donne, tout simplement. Et c'est problématique, encore une fois. Justement, les chantres de la négritude parlaient déjà de cette catégorie de noirs qui ne savent que dire oui, patron. Et d'entendre le dire que, en fait, c'est ton constat, après de si longues années, ça suppose qu'on a encore vraiment beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Il y a un autre aspect que tu as évoqué là, qui est celui de la solidarité. Qu'est-ce qui empêche les Noirs de se mettre en réseau? Nous reviendrons sur la désaliénation tout à l'heure, parce que je lis ce que dit Fatou Atis, parce que le processus est aussi ce qu'on appelle la réappropriation de soi. Tu l'as d'ailleurs évoqué. C'est-à-dire la désaliénation, c'est de se couper de certains liens qui nous empêchent d'être nous-mêmes et se réapproprier. C'est-à-dire, ce n'est pas un combat contre quelqu'un, ce n'est pas une démarche contre... Bonsoir Brandon Lebeau et donc et tous les amis qui nous rejoignent, le guerrier de Dieu. Donc l'idée c'est de dire je dois prendre ma place, toute ma place, rien que ma place. Rien que cela, c'est déjà un projet très difficile. Et comme on le disait tantôt, le noir semble être le premier obstacle à cela. La difficulté à faire réseau, à solidariser des noirs. Oui. Le noir a du mal à se solidariser avec les autres, mais le noir a du mal à se solidariser de lui-même. C'est là, c'est pourquoi je te parle de la question de l'introspection, de la question de l'amour propre. Parce que à partir du moment où tu as un détachement entre toi et toi, c'est-à-dire entre ce que tu es et ce que tu voudrais être, où tu n'acceptes pas qui tu es, c'est-à-dire déjà il y a une fracture dans l'individualité, tu peux pas te connecter aux autres. C'est pas possible, tu peux pas faire ce travail, tu peux pas faire cette démarche. C'est pour ça que je dis que la question elle est avant tout individuelle et ensuite on peut tendre vers le collectif. Collectivisation du problème. C'est intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs, quand tu dis cette fracture avec soi-même, l'exemple des cheveux que nous avons évoqué l'autre jour, et puis tu me parlais aussi l'exemple de la couleur de peau, des fois qu'on t'a proposé qu'il fallait éclaircir ta peau quand même, non? Oui. Plusieurs fois, on m'a insulté pour me dire que j'étais trop noire et tout. Mais comment ça se passe? Comment on en arrive là? Comment ça se... En tout cas, pour ceux qui ne le vivent pas, on ne peut pas le comprendre, mais je suis vraiment curieux de comprendre. Et comment se passe le processus des discussions pour qu'une personne en arrive à te demander d'éclaircir ta peau ou de t'insulter? Non, c'est une fille avec qui je ne m'entendais pas, mais elle pensait vraiment me blesser en me disant ça. Et moi, j'étais juste triste pour elle, parce que je trouve ça pathétique en fait. Elle, c'est une fille qui se décolore la peau. Ah, c'était une noire? Ah oui! D'accord. C'est ça que je dis, c'est qu'il est là le problème. Elle, c'était une noire, elle se décolore la peau. Et elle me disait, franchement, tu devrais frotter le choco parce que t'es trop noire. Et enfin, je trouve ça fou, je trouve ça hallucinant. Mais le plus hallucinant, c'est que c'est pas un cas isolé. C'est que c'est toute une communauté, enfin une grande partie, en tout cas de notre communauté, qui en arrive à avoir des pensées pareilles. Et c'est dramatique. Et bon, c'est encore autre chose, mais
qu'on regarde tout l'argent qu'on dépense dans les crèmes éclaircissantes, dans les mèches, dans les défrisages, dans les coiffures, avec tout cet argent, si on avait fait quelque chose de concret, on serait loin. Non, vraiment, il y a des femmes qui peuvent mettre jusqu'à 300 € dans une coiffure. Dans une seule coiffure. Et ça, pas seulement ici, en Afrique aussi. Donc... Parce que les mèches, tout ça, ça coûte énormément cher. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Après, encore une fois, les gens vont se dire, bon, celle-là, elle fait une fixette sur les tissus. Bon, je voudrais dire qu'en fait, de toute façon, nous, on était intéressés. S'il y a quelqu'un qui est pour les mèches, qui trouve que c'est bien, Syrah était bien d'accord à discuter, à avoir une contradiction d'une personne qui pense qu'elle fait une fixette sur les mèches qu'elle ne devrait pas. Comme ça, le débat est contradictoire, ça me paraît toujours intéressant quand on confronte les idées. Oui, mais en attendant pourquoi... Encore une fois, le problème en soi, c'est pas les femmes font ce qu'elles veulent, les femmes portent ce qu'elles veulent. Moi, mon problème, c'est pas la question de porter un tissage ou non. Mon problème, c'est du pourquoi. C'est de la problématique qu'il y a derrière. Une femme qui me dit, moi, je fais ce que je veux. Quand je veux, je mets mes cheveux naturels. Quand je veux, je mets ma perruque. Quand je veux, je me rase la tête. Je vais dire, d'accord, c'est une femme qui s'assume. C'est une femme qui a envie de changer d'apparence de temps en temps. Mais une femme qui ne sait porter que des tissages et qui a honte de ses cheveux. La honte, c'est quand même quelque chose de dur à porter. C'est-à-dire, c'est une honte de soi-même. Et c'est ça, moi, en fait, qui me pose problème. Et il faut dire que tu n'es pas en train juste de faire, c'est pas une vue de l'esprit, c'est parce que c'est une expérience que tu as vécue. C'est parce que tu t'es guéri de cela que tu oses en parler. Hein. C'est pas juste une leçon que tu es en train de donner. Ce n'est pas juste une chronique que tu es en train de donner, c'est vraiment que c'est... Oui, c'est du vécu. C'est du vécu, c'est quelque chose que j'ai véritablement vécu. C'est que pendant longtemps, moi-même, j'ai regardé les filles qui avaient leurs cheveux naturels. Je me disais, mais ça ne peut pas faire quelque chose là. Et en fait, maintenant, de me regarder avec du recul, je me dis, encore une fois, c'est ça la réelle aliénation. Et c'est comme une folie, en fait, parce que ça n'a aucun fondement rationnel. Et de voir qu'il y a autant de membres de ma communauté qui sont touchés par ce fléau, en fait, ça m'indigne, en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que le Noir a pu faire pour aujourd'hui se traîner des souffrances et des complexes pareils? Je veux dire, aujourd'hui, et tellement que, en fait, et maintenant, c'est nous qui marginalisons notre propre cheveu, parce que demain, celle qui va venir en entreprise avec une afro, on va la regarder de travers, parce que les gens sont pas habitués. Les gens sont pas habitués. Après, on va dire, oui, celle qui a son tissage, elle va dire, non, mais c'est du racisme, ça. Mais on n'encourage pas cette démarche, on n'encourage pas à la normalisation, à la banalisation. C'est-à-dire, c'est mon cheveu, je fais ce que je veux avec mes cheveux. On a vu des enfants qui se sont fait couper les cheveux dans des écoles. Ah bon? Oui, parce qu'on leur a dit pour des soucis d'hygiène. C'est arrivé. Il y en a qui se sont fait couper leurs tresses, il y en a qui se sont fait couper carrément les cheveux. Ça, c'est aux États-Unis. Enfin, plein d'histoires comme ça. Parce que pour des soucis d'hygiène, on a coupé leurs cheveux, oui, parce qu'il aurait fallu que les cheveux soient courts ou tressés, ou quand je sais pas. Encore une fois, est-ce qu'il y a un fondement rationnel dans des réactions pareilles? Non. Et voilà. Et donc, cette difficulté donc, à faire réseau, tu m'expliques que c'est lié au fait que nous avons déjà du mal à nous connecter à nous-mêmes. Et quand on a du mal avec soi-même, on ne peut qu'avoir du mal avec les autres. Forcément, je vois pas comment ça peut être autrement. Parce que c'est quand même drôle d'entendre des personnes qui sont noires être les premiers à dénigrer le noir. C'est drôle et en même temps, maintenant, c'est tellement courant. À ce point, c'est courant. Je veux dire, ceux qui nous traitaient de Fatou, de Niafou à l'école, c'était personne d'autre que nos frères noirs. Ah oui. La plupart du temps, mon mari, oui. Ce qu'il disait avant à l'école, il disait, moi, jamais de la vie, je serai avec une noire. Et le jour où il m'a dit ça, il m'a dit, c'est pour ça que Dieu m'a puni.
excusez-moi. Ah bon? Il me dit, c'est pour ça que Dieu m'a puni. Il me dit, parce qu'il disait jamais. Et je lui dis, ah, Oui, donc Dieu t'a puni. d'accord. Dieu t'a puni, aujourd'hui t'es avec nous. Il me dit, non, façon de parler. Mais pour dire, avant, c'est des propos qui tenaient, jamais je serai avec une noire. Ah oui. Mais même lui, est-ce que je peux lui en vouloir? Non, parce que lui aussi, il était victime des représentations, de ce qu'il voyait, C'est grave, ça. de l'idée qui se faisait de la beauté, de l'idée qu'on lui avait inculqué de la beauté. Donc, Ouais. voilà. Ah oui, nous, à l'école, les Noirs, on n'avait pas du tout la cote. Pas du tout, du tout, du tout. Et comment vous faisiez, comment vous faites justement? Dans votre tête, comment ça s'opère quand à l'école, vous êtes aussi discriminé, discrédité et banalisé? Ce n'est pas du discrédit à la manière de Marine Le Pen, j'en sais pas, du Front National ou de l'extrême droite. Le pire, c'est ton propre, ce sont ceux qui devraient faire corps avec toi, qui te dévalorisent, qui te discréditent. Comment on le vit comme ça à l'école? On s'en rend même pas compte. On souffre en silence, en voilà, fait. sur le coup, c'est tellement... Déjà, c'est tellement banal. Oui, ah oui. C'est tellement banal que on se rend pas compte. C'est seulement aujourd'hui, avec le recul, que y a certaines choses qu'on comprend ou qu'on ressent. Mais sur le coup, on vit avec. C'est comme, je sais pas, comme un caillou dans les chaussures dont on se rend pas forcément compte de la présence. Et c'est qu'une fois qu'on l'enlève, on se dit, ah ouais, il était là, il me gênait. Mais à l'époque, on n'était pas forcément moi, en ce qui me concerne, j'étais pas forcément révoltée par tout ça. Parce que c'était de l'ordre du normal. J'ai toujours entendu nos frères noirs se moquer des sœurs noires. C'est qu'en grandissant qu'on s'aperçoit au bout d'un moment que c'est pas normal. C'est pas normal. Et moi, l'une de mes premières frustrations, c'était justement de voir autant de noirs délaisser leurs sœurs noires et se mettre avec des blanches ou des arabes. J'avoue que ça, c'était quelque chose à l'époque qui était frustrant, en fait. C'était assez frustrant et on se demandait pourquoi. Et en fait, on est un peu blessé dans son amour-propre parce qu'on se dit, bah, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Ou... Enfin, on se demande pourquoi, en fait. C'est juste ça. Et pareil, c'est des choses, en grandissant, on s'aperçoit que, bon, déjà, c'est du cas par cas. Hein. Chacun est différent. Chacun a le droit d'être attiré par la personne qu'il veut. Sûr. Mais c'est quand c'est érigé en système. Quand voilà, c'est une façon... C'est ça. C'est lorsque c'est un système. C'est lorsqu'à côté, ce même frère noir qui est avec une femme blanche va dénigrer ses sœurs noires. Va dire... Et lorsqu'il va racialiser, en fait, ses préférences. C'est-à-dire que... C'est ça le problème, oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, on entend... on va voir un comportement d'une sœur noire. Ah oui, moi, c'est pour ça que j'aime pas les femmes noires. Mais ça n'a rien à voir. Chaque femme est différente. C'est-à-dire, chaque femme est différente. Parmi les blanches, parmi les arabes, parmi les noirs, chaque femme est différente. On entend toujours les mêmes choses. Oui, les femmes noires, elles sont sauvages, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Mais encore une fois, c'est des clichés. Et très souvent, c'est nos frères noirs qui les alimentent. Et je me dis, mais attends, t'as pas une mère, t'as pas une tante, t'as pas une sœur. C'est ça que tu penses d'elle. C'est regrettable, mais bon. C'est la vie. Le mal est profond, en effet. Oui, après, c'est pour ça, c'est à nous, je pense, de transmettre des choses et d'éduquer nos enfants à plus d'intelligence, à plus de discernement sur la société qui nous entoure, à leur montrer que tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir et que être noir, c'est pas un fléau. Il faut individualiser la lecture, les rapports. C'est ça. Ça me faisait penser, parce que ce que tu dis, que c'est aussi valable pour une blanche, pour une asiatique, pour une jaune, comme on dit. Et effectivement, il est important que nous sachions que c'est l'individu qui compte, je vais dire, dans le rapport à l'autre. Il ne faut pas... en fait, je pense que c'est une grosse erreur que de généraliser, de penser que les blanches font comme ceci. Les noirs font comme ceci. Il y a des sorcières ou des sorciers partout. Je vais dire que ils sont des individus. Après, il y a des tendances, mais on ne peut pas l'ériger en système. Parce que le problème, c'est que ce que tu es en train de me faire découvrir là, c'est que vraiment, c'est ce système qui a complètement colonisé comme nos mentalités
et qui ont un impact jusque sur des petits enfants, en fait, sur des adolescents qui grandissent à l'école et qui, comme tu l'as très bien démontré, racialisent les rapports à ce point, c'est-à-dire pensent que tout ce qui est noir est mauvais, au point d'éviter de flirter avec des gamines noires. Parce que, bien sûr que, comme tu l'as très bien dit, on est libre si on préfère flirter avec une blanche ou mais c'est tant mieux, ça dépend du degré d'ouverture, de recherche de n'importe qui. Mais là, c'est que le discours, ce n'est pas un choix simple, c'est un choix orienté finalement. C'est ça qui est embêtant. C'est ça, complètement. Complètement. Et on se retrouve avec beaucoup de complexes. J'ai souvent entendu que et que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Hein. Voilà, chez les femmes, on entend souvent j'ai trouvé mon blanc. Oui. C'est-à-dire que c'était comme si c'était symbole de réussite. Oui, un sésame, un trophée. On choisit plus la personne pour ce qu'elle est. Oui. Mais pour ce qu'elle représente. Oui, oui. Et c'est ce qui est dommage. Et je pense que c'est pour ça qu'encore une fois, c'est un souci d'acceptation. Et ça devient très difficile pour tout le monde, je pense, de trouver sa place, en fait, véritable. Et de s'accepter. Parce que c'est pareil, quand je disais nos frères noirs qui nous disent, par exemple... oui, moi je préfère les blanches, voilà, elles ont les cheveux lissés, ceci et cela. Ouais. Ensuite, t'as la sœur qui va mettre un insulte. Moi, les frères noirs, aux sœurs, tout ça, c'est des choses qui, voilà, ça fait mal. C'est-à-dire que moi, c'est pour ça que j'encourage mes enfants à être soudés. Vraiment, à être soudés. Moi, par exemple, mon petit frère, je lui dis, je veux jamais t'entendre te moquer d'une petite fille noire ou d'un petit garçon noir. Et souvent, c'est les garçons qui se moquent des filles noires. On doit se moquer de personne, c'est vrai. Mais comme tu disais, et Aimé Césaire le disait, on a cette tendance à vouloir montrer, ah non, moi, je suis pas comme lui. Lui, c'est un noir, voilà, un peu sauvage. Moi, je suis un noir civilisé. Et donc, parfois, en société, le noir a cette tendance à vouloir rabaisser son autre frère noir devant les blancs. C'est une tendance qu'on a, et je pense, encore une fois, ça c'est... Césaire l'écrivait très bien. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis dans ma chanson. Il dit, ne faites pas attention à ma peau, c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc, en fait, c'était pour montrer à Blanc qui se sentait en complicité que, voilà, c'est pas, je suis pas comme lui. C'est pour ça que je fais. Vivre dans son modèle, fier ne laisse aucune prise, on méprise sur tes ailes, vole plus haut, même la mort, sois le meilleur de toi sans envier ailleurs. Fais pas attention à sa peau, c'est le soleil qui l'a brûlé, à se justifier d'être ainsi né. Le même rouge dans les veines j'ai vu couler. Quand il fait... Voilà, c'est un peu ça. C'est l'idée, en fait, de dire que on se retrouve à s'excuser d'être soi-même, à vouloir faire le blanc pour dire je ne suis pas exactement comme ce noir-là. Et ça, ce sont des choses que dès l'école, en fait, très jeune, tu le vois déjà chez les adolescents. C'est vrai. Et on a aussi... le problème inverse, c'est-à-dire que moi, pendant un moment, et j'en ai souffert aussi, on m'a traité de bounty. On t'a traité de bounty, oui. C'est-à-dire qu'en fait, tellement on met les noirs dans des cases, on m'a traité de bounty. Donc, un bounty, c'est noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Oui, ça j'ai souvent entendu. Donc, je me suis mise à vouloir me comporter comme une noire. Vous voyez? C'est-à-dire que... Pour ne plus être traité de bounty, en fait. Voilà, c'est pour dire comme le noir souffre. C'est-à-dire on n'a pas le droit d'être soi-même. On nous racialise. En fait, tout n'est que... on nous ramène toujours sans cesse à notre couleur de peau, comme si derrière, il n'y avait pas un individu à part entière, avec des envies, avec des sentiments, avec des ressentis qui lui sont propres. Non, on essentialise le noir, comme si le noir, c'était un tout, comme si on sortait tous d'une même mère. Donc bon,
pour les, pour les croyants, on sait qu'on vient tous Oui, d'une même mère, mais c'est pas là où je veux en venir. d'accord. Comme si nous, les Noirs, étions tous un seul être indivisible, en fait, et qu'on avait tous les mêmes attentes, les mêmes passions, les mêmes ressentis, alors que non. Donc, oui, du fait qu'on me traitait de Bounty, pourquoi? Sous prétexte pourquoi? Parce que j'avais des amis blancs, parce que je m'exprimais bien, ou que j'avais un certain type de D'accord. blague, bah alors j'étais une Bounty. Et maintenant, je me dis, mais ça n'a pas de sens, encore une fois. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme je suis noire... Il faut que tu parles pas bien français, par exemple. Justement, ça, c'est un autre piège. Tu as très bien raison de relever cet écueil. C'est le combat de la désaliénation n'est pas le combat pour l'abrutissement. C'est pas pour devenir des abrutis. C'est justement pour essayer, c'est une réappropriation de soi. Et la réappropriation de soi passe par la possibilité d'utiliser toutes les influences qui sont les nôtres dans le contexte, dans l'environnement où nous sommes. C'est-à-dire que c'est un peu comme si nous avons fait l'école en français, il faut que j'arrête, il faut plus parler correctement français pour montrer qu'on est un bon noir. Alors que non, là n'est pas la question. La question c'est que parce qu'on peut ne pas être Bounty, mais être complètement nul dans la défense de l'identité noire. Parce que de toute façon, c'est ce qu'on se voit. C'est ce qu'on voit. Parce que sur le continent, dans même certains panafricanistes qui sont dans une revendication, sans prendre en compte ce besoin de valorisation de ce qu'est l'identité. Il faut d'ailleurs penser, qu'est-ce que nous voulons valoriser? Qu'est-ce qui est important? Parce que l'idée, c'est quoi? Comme tu l'as dit, me semble-t-il, c'est simplement de toujours se souvenir que nous ne sommes que des hommes, pas un homme différent, nous sommes des hommes, comme tous les autres, et que nous avons besoin de prendre notre place, et que nous avons des combats qui nous concernent, et que c'est à nous de les mener. Voilà. Il ne s'agit pas de se regrouper et de se dire, bon, on est les Noirs, forcément, bon, on s'en va en guerre contre le monde entier, c'est pas ça. Il y a un problème de combat, et puis justement, ça nous introduit sur cet aspect militant. Il y a un problème de combat parce que le combat, comme tu l'as très bien relevé depuis le début, concerne encore les Noirs même. La première démarche, c'est le livrer combat contre les autres, de conscientiser les Noirs, de leur faire comprendre que vous avez besoin d'être vous-même, d'être authentique. Exactement. Ce n'est pas forcément parce que vous vous habillez on va pas aller forcément se balafrer, parce que même la solidarité, je coûtais encore Fatou dire, mais elle a raison d'ailleurs là-dessus, même la question de la solidarité africaine dont on évoque, elle n'existe pas, elle n'existe plus. Pour ma part, j'ai quelques hypothèses là-dessus, j'ai quelques théories même, fruit de quelques réflexions, où j'observe que les Noirs sont les moins solidaires. Ah oui. Parce que la manière où nous vivons la solidarité, Fatou Diom elle a raison là-dessus, c'est que c'est un peu de l'exploitation des uns par les autres. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de saprophytes, de flemmards, de mendiants, la solidarité pour eux, c'est que on suce l'eau l'un comme jusqu'à la moelle, et c'est ça la solidarité. Non, la solidarité, c'est que j'ai quelque chose à donner. Chacun doit faire sa part. Elle évoque très bien. C'est-à-dire que quand vous avez des gens, des diasporas, dont des gens qui vivent dans le pays commencent à les voir comme des gens différents, les insultent parce qu'ils n'ont pas donné l'argent ou parce qu'ils n'ont pas fait ceci, ou alors ils donnent l'argent et tais-toi. C'est de l'exploitation, c'est pas de la solidarité africaine. Et elle a raison, c'est-à-dire que vous demandez que les autres vous aident, peut-être financièrement parce qu'ils sont dans un certain état de confort matériel, mais ils ne sont pas forcément dans un confort psychologique. Parce que tout ce que tu viens d'expliquer, il faut aller à l'école occidentale pour vivre cette réalité de confrontation au quotidien avec le rejet, avec le racisme ordinaire. Parce que ce n'est même pas le racisme institutionnalisé, c'est facile. Donc, il y a cette souffrance psychologique que les gens gèrent au quotidien. Quand tu as un contrôle policier, de policier, la façon dont on te parle, il faut gérer chaque fois quand tu arrives dans un bureau. Et les autres ne savent pas que ces gens de la diaspora, par exemple, ou bien qui ont peut-être un confort matériel, entre guillemets, ont besoin de leur soutien, de leur présence psychologique. Ils ont besoin de les sentir comme frères aussi. Mais ils ne sont jamais là. Ils attendent juste
que ceux-là, ils donnent du fric, ils donnent de l'argent. Ils ne savent pas que ils ont ces personnes-là, c'est au prix d'énormes sacrifices, c'est au prix de grandes souffrances. Et si cela se passait comme tel, on pourrait parler de solidarité. La solidarité africaine a été dévoyée, usée par le capitalisme, fruit, héritage de la colonisation une fois de plus. C'est-à-dire que la solidarité tourne autour de l'argent. Tu me donnes, tu me donnes, tu me donnes, c'est ça la solidarité. Alors que la solidarité, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est que je te donne ça, je reçois ça, on se tient la main pour construire ceci ou cela ensemble. Donc tout ça est dévoyé et cela se traduit par cette difficulté que tu évoques et c'est bien là le cœur du problème que nous disons que lorsqu'on parle du combat pour l'affirmation du noir, la nouvelle négritude, et pour les pères de la négritude, c'était beaucoup tourné vers les colons finalement. Vers l'esprit anticolonial, parce que c'était ces années-là, il fallait lutter pour les indépendances. Mais on se rend compte, et plus je me rends compte, plus je discute avec des personnes comme toi, Imani, je ne sais pas s'il est en ligne, notre ami de l'autre jour, il peut nous appeler s'il veut, hein, pour participer à la réflexion. Je me rends donc compte que la nouvelle négritude, son combat est contre le nègre. En fait, il faut vraiment le tourner, c'est pousser les gens à se réveiller, à se poser des questions. Parce que personne ne va se battre pour nous à notre place, quoi. On ne peut pas croiser les bras, c'est pas normal. Je vais dire que nous sommes dans une forme léthargique, dans une forme de contemplation. On ne sait pas de quoi, on ne sait pas qui on attend. C'est ça, c'est-à-dire que moi je pense que au lieu de lutter contre le racisme, le noir devrait lutter pour l'amour, mais l'amour de lui-même, pas l'amour de l'autre. Arrêtez d'être toujours dans l'attente de l'approbation de l'autre, de l'amour de l'autre. Je vois des marches contre le racisme. Bon, c'est bien. Oui. Mais en soi, à quoi ça va nous servir? Demain, tout le monde va nous aimer. Tout le monde entier va nous aimer. Est-ce que ça aura réglé le problème de la pauvreté? Est-ce que ça aura réglé le problème du chômage en Afrique? C'est pas possible. Est-ce que ça aura réglé... Malheureusement, elle ne boit même pas de bière. Je lui aurais donné... Non mais vas-y, je ne veux pas te couper dans ton élan, c'est très intéressant ce que tu dis. Oui, voilà. Est-ce que le fait que le monde entier doit nous aimer va changer, faire qu'il y ait plus de liberté d'expression, va développer les routes, va faire qu'il y ait moins de pauvreté, qu'il y ait plus de dispensaires, que nous soyons un peu attentifs les uns vis-à-vis des autres? Ça va rien changer. Ce qui peut réellement changer les autres, c'est le jour où le noir va se valoriser, le jour où le noir aura confiance en lui, le jour où le noir va accepter ce qu'il est. À ce moment-là, le noir se sentira capable. Et une fois qu'il se sentira capable, il sera en capacité à ce moment-là de faire les choses. Lorsque je vous donne l'exemple du racisme, c'est comme quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est anorexique. Oui. On n'aura pas lui dire, mais t'es pas grosse. T'es pas grosse, mais je te jure, t'es pas grosse. Tout le monde entier pourra se liguer devant elle pour lui dire, t'es pas grosse. Cette personne ne pourra pas l'entendre tant qu'elle-même, elle ne l'aura pas accepté. Absolument. Et c'est la même chose avec les Noirs et le racisme. Le jour où plus personne sera raciste, ce ne sera pas pour autant que nous-mêmes, on sera acceptés en tant qu'être humain, en tant que Noir. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je dis que tout ça, c'est très personnel. Et qu'à ce moment, une fois que chacun aura fait cet effort personnel, cette réflexion personnelle, individuelle, à ce moment-là, on pourra observer un effort collectif. Parce que en soi, ce sont plusieurs individus qui font une communauté. Donc, je ne peux pas faire l'effort à la place de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas faire l'effort à la place de quelqu'un d'autre. C'est à nous, chacun, de se conscientiser, d'essayer de se hisser vers un objectif supérieur. Comme on dit, avant de vouloir changer les autres, change-toi toi-même. Il faut arrêter aussi d'être toujours dans l'attente, comme tu disais bien, que l'autre fasse « oui, mais c'est parce que, oui, ce noir-là, oui, mais ces noirs-là ». Non, c'est à chacun de fournir un effort, à chacun. Le racisme ne nous dérange pas. Tant que le racisme n'empêche pas... Moi, à la rigueur, ceux qui n'aiment pas les noirs, je m'en fiche. Il y a des gens... Moi, je les préfère. Il y a des gens qui ceux qui l'affirment et l'assument. C'est ça. Il y a des gens qui n'aiment pas les noirs, mais qui vont reconnaître, écoute, moi, j'aime pas les noirs, mais je vais t'embaucher dans ma société parce que je sais que tu bosses bien. Tout à fait. Voilà. Si c'est ça, quand bien même, c'est pas grave.
tant que le racisme ne nous empêche pas d'avoir du travail ou de manger chaque jour ou tout ça, le racisme en soi, c'est anodin. Par contre, le mal qui est en nous-mêmes, on l'amène à la maison. Et c'est celui-ci qui est problématique. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois sur le noir contre le blanc, tout ça, c'est dérisoire. D'abord, la question, c'est de nous concentrer sur nous-mêmes, sur ce qu'on est, sur ce qu'on vaut, sur ce qu'on fait. Et c'est pareil aussi, j'y pense de plus en plus, c'est à nous, au bout d'un moment, on est là à se plaindre, oui, en France, c'est comme si, oui, le racisme, c'est comme ça. Mais nous, jeunes générations, et même les plus anciens, devons penser, je pense, à rentrer. J'imagine que on devrait rentrer ou alors ne pas se plaindre. Soit on est bien ici, on se sent bien, ou alors on met tout en œuvre pour rentrer, pour faire des choses chez nous, au lieu de simplement être là de chez nous, dire oh là là, t'as vu là-bas comment c'est en Afrique, oui, je suis allée cet été, j'ai vu, l'endroit là est gâté, c'est délabré, tout. Non, c'est-à-dire c'est à nous de faire les choses, au lieu de tout le temps parler, c'est vrai, il faut parler, il faut se dire les choses parce que ça amène à des changements, ça amène à des mouvements, mais il faut agir, il faut agir. Là, comme on a pu l'observer, Marine Le Pen, par exemple, ici en France, elle prend de plus en plus d'ampleur, elle a de plus en plus d'influence. On a pu le voir au second tour des élections présidentielles et on peut le voir aux européennes. Le jour où elle va passer, Marine Le Pen pourra dire stop, je renouvelle plus vos titres de séjour. Alors je pense que c'est maintenant qu'il faut déjà aussi penser à commencer à construire des choses ensemble chez nous. C'est pour ça que, en fait, pour certaines personnes, il est important que en Afrique, le cadre soit accueillant. Et c'est bien là le combat politique aussi. C'est là où le combat politique intervient. Parce que quand nous avons des politiques publiques, en tout cas, les dirigeants en Afrique qui sont devenus des colons, pire que les colons d'hier, parce qu'il faut ouvrir la société. Beaucoup de gens dans les diasporas, dans le Maroc, il y a les Noirs marocains, mais bon, ça c'est par rapport à une discussion, je pense. Donc, ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de gens, je pense, dans les diasporas, n'aspirent qu'à une chose, c'est de rentrer, participer à la construction de leur pays. On a vu le cas au Rwanda, quand le Rwanda a été assaini et dans des conditions de vitalité, on a vu beaucoup de Rwandais qui sont rentrés, même d'autres Africains qui ne sont même pas Rwandais, qui sont allés s'installer au Rwanda pour participer. Moi, je pense que les Africains sont conscients de cette nécessité d'aller donner de leur part pour construire le continent. Mais c'est simplement que les politiques, parce que les colons qui dirigent les États africains ne permettent pas cette libération des énergies-là. Et c'est normal parce que ce sont des roitelets, en fait ce sont des gouverneurs qui dépendent encore du maître suprême que sont les États occidentaux, notamment la France. Donc ils protègent les intérêts français et non les intérêts du peuple. L'idée ce serait absolument celle-là, c'est-à-dire que des personnes que les Africains aillent apprendre et rentrent donner, c'est ce qu'ils veulent. Moi je pense que vraiment, je pense que je peux me tromper, j'attends qu'on me démontre le contraire. Je suis à peu près sûr que 80% des membres de la diaspora rêvent d'une seule chose, c'est d'aller s'investir dans le pays. Il y en a certainement un certain pourcentage qui n'a pas envie de rentrer, c'est leur liberté. Et s'ils veulent vivre sous d'autres cieux, s'ils sont plus à l'aise ailleurs, c'est leur choix. Mais je pense qu'il y a aussi, c'est cette difficulté-là. Et c'est aussi là l'écueil. Mais pour y arriver, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte, les rangs serrés. Même les combats politiques, il faut les mener ensemble. C'est-à-dire que pas le mener de façon juste partisane, un clan contre l'autre, parce que nous sommes en train de parler de la question. Oui, nous sommes encore en train de parler de la question de la race, parce que le comportement des gens, une tribu envers l'autre en Afrique, est pire que cette histoire de racisme dont tu évoques. Donc si nous ne nous guérissons pas de ça et nous ne sachons reconnaître quel est notre intérêt commun, quel est notre intérêt commun? Construire notre continent, construire notre village, construire notre famille. Est-ce qu'on donne la primauté à la construction de notre famille, de notre village, de notre continent? Ou alors on donne la primauté à la plainte, à la complainte, à vouloir nous associer contre certaines personnes? C'est exactement ça, j'ai pu l'observer. Je fais partie de beaucoup de groupes communautaires noirs.
Et très souvent, au lieu d'être dans une dynamique positive, c'est toujours les mêmes débats. Alors, tu as les athées contre les kémites, contre les musulmans, contre les chrétiens. Tu as les nappies contre celles qui mettent des tissages. Tu as ceux qui sont... enfin, je veux dire, tout le monde, absolument tout le monde, et les uns contre les autres. Et très souvent, je dis, mais what the fuck, excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez en commun, finalement? C'est-à-dire, mais justement, en fait, je veux dire, au lieu de se focaliser sur des détails qui, en soi, sont sans importance, pourquoi on ne se focalise pas sur ce qui nous rassemble? Au lieu de se focaliser sur nos différences, des fois, c'est des débats, mais vraiment à la con. Je veux dire, un jour, j'ai voulu rentrer dans un groupe de noirs. Le but, c'était encore une fois l'émancipation de la communauté, etc. Et la fille me dit, oui, alors nous, on est persuadés que Jésus et tous ses apôtres étaient noirs. Je dis, bon, peut-être. Pourquoi pas? Elle me dit, ah non, chez nous, il n'y a pas de peut-être. Alors, si tu veux être partie de notre communauté, tu es obligé d'être d'accord, voilà. C'est ça? Mais au fond, qu'est-ce que ça change, encore une fois? Qu'est-ce que ça change? Que je crois que Jésus soit noir ou pas, est-ce que c'est ça qui va changer? Est-ce que c'est ça qui va m'empêcher qu'on aille se rassembler pour aller faire une maraude, pour faire des choses qui sont positives? Est-ce qu'on ne peut pas mettre de côté ce qui nous différencie? Et encore une fois, si on attend pour faire des choses que tout le monde soit d'accord, on n'a pas fini d'attendre. Hein. Demain encore, on y est. Je prends un exemple. Il m'est arrivé de participer à des actions de la LDN1. Oui. La Ligue de défense des Noirs africains, justement. Voilà. Alors, je ne suis pas une militante à proprement parler, mais... Des sympathisants. Voilà. Ils défendent des causes qui me tiennent à cœur, des causes qui nous touchent. Donc voilà, des fois, j'y vais parce que tout simplement, je me sens investie de ce devoir-là. Je ne suis pas forcément d'accord avec toutes ces prises de position. Le représentant, c'est-à-dire Gucci, je ne suis pas forcément d'accord avec toutes ces prises de position. Je ne suis pas toujours d'accord avec ses manières de faire, mais il n'empêche que on a des motivations qui sont les mêmes. On a des buts qui sont les mêmes. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il faut savoir mettre encore une fois les différences de côté pour être dans une dynamique collective. Je pense que tout le monde devrait faire ça, en fait, savoir mettre... Parce que c'est le problème du noir. Parfois, au lieu de faire des choses ensemble de positif, on va se focaliser sur des détails et ça nous retarde, en fait. Ça nous aide pas. En tout cas, nous allons bientôt conclure cette émission. Moi, je pense qu'on sera obligé de refaire une autre émission pour parler justement de ces freins, parce que c'est vraiment là le problème. C'est-à-dire que les personnes ne savent pas comment on converge vers l'objectif, ce qu'on dit en psychosociologie, l'objectif supraordonné. Qu'est-ce que nous avons en commun? Quel projet? Qu'est-ce que nous pouvons construire? On n'est pas forcément dans l'unanimité pour pouvoir mener un combat. Moi, j'ai entendu des gens, même sur la scène politique, justement, ça faisait partie de mon coup de gueule de mercredi dernier. On a l'impression qu'il faut absolument être d'un parti, il faut absolument être pour ceci, pour cela, pour se révolter contre quelque chose qui ne va pas. Donc, on ne peut pas, et non plus, dès que si on est pour... on marche avec des gens, ça veut dire forcément on est affilié à eux, ainsi de suite. Non, on n'est jamais ça. C'est une diversité dans les points de vue, même lorsqu'on se retrouve autour d'une cause. Et comme j'ai toujours dit, c'est comme lorsqu'on décide, même dans une maison, on décide de faire le repas du soir. Il y a plusieurs idées, mais à la fin, on fait quand même un repas. Donc, pour faire chemin ensemble, on n'a pas besoin d'une unanimité quasi stricte dès le départ. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points, mais on regarde l'objectif. Quel est notre objectif? Est-ce qu'il y a un seul objectif qui domine? Nous nous battons pour cet objectif. Lorsque nous allons réaliser, nous allons voir ensuite pour nos dissensions. Et je te remercie parce que il me semble que c'est vraiment l'un des problèmes. C'est vraiment ce qui nous empêche à nous solidariser dans les luttes, dans les combats, parce que on a le sentiment que le fait de s'associer, le fait de mener un tel combat suppose qu'on renie telle ou telle autre chose. Alors que non. Et c'est aussi une autre difficulté
à savoir regarder qu'est-ce qui nous construit, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est prioritaire, Ouais. qu'est-ce qui nous permet de nous projeter vers l'avenir, pas simplement pour nous immédiatement, pour les générations à venir. C'est quand même pas difficile dans une société de savoir, puisqu'il a été démontré qu'il est bien admis que tout esprit humain dispose d'une intelligence suffisante pour savoir reconnaître le juste, le beau et le vrai. Donc, qu'est-ce qui nous empêche donc de fédérer autour de ce qui est prioritaire? Parce que, comme je voulais dire, c'est que nous sommes tous capables de savoir ce qui est bon pour l'avenir, ce qui est bon pour la communauté. On n'a pas besoin d'être à 100% d'accord sur tous les points, mais il y a quelques points qui font l'unanimité et nous refusons perpétuellement de tirer sur ces fils-là. Et les autres sociétés nous dépassent avec cela, en effet. C'est ça. Les Occidentaux, ils savent taire leurs divergences pour pouvoir s'associer autour de l'objectif supraordonné. Les Occidentaux, même s'ils sont contre l'aliénation du noir, contre l'asservissement, contre l'exploitation de l'Afrique, ainsi de suite, ils sauront le dire, mais à voix basse, surtout pour ne pas empêcher que leur pays continue à faire ce qu'il a à faire. Mais nous, à la moindre divergence, en tout cas, on ne fait même pas la moindre divergence. C'est-à-dire quand nous nous associons, nous commençons par voir la liste des choses qui nous éloignent les uns les autres. C'est ça. C'est ça. Donc, nous allons conclure notre émission là aujourd'hui. Là-dessus, je reprends juste ce refrain et puis je te laisse prendre le mot de fin. La conversation va continuer dans un quatrième volet, mesdames et messieurs. Merci à vous, ça fait toujours les mêmes. 400 ans dans les cales et les chaînes, suivi des invasions hautaines, pillés sans répit et sans gêne, asservis pour servir de traîne. Debout libre dans son appel, fier ne laisse aucune prise au mépris sur tes ailes, vole plus haut, mais mon amour, sois le meilleur de toi sans envier ailleurs. Faites pas attention à ma peau, là ce qu'il y a de plus beau, c'est le soleil qui l'a brûlé, à se justifier d'être ainsi né. Le même rouge dans les veines j'ai vu couler. Quand il fait, qu'a-t-elle fait pour être ainsi traité? Oh non, non, Yanduna. Vous écouterez la suite plus tard. Si vous venez notamment à la soirée, j'ai une soirée des signatures de mon livre le 8. Nous ferons une conférence débat, une conférence musicale, nous ferons de la musique, nous débattrons de ce genre de sujet. Ce sera à l'espace Harmattan le 8 juin prochain, de 18h à 20h. Et puis j'ai encore une soirée, je vous donnerai l'adresse la semaine, le lundi qui suit. En tout cas, si vous voulez nous inviter pour débattre, pour discuter, pour faire de la musique, pour évoquer ce genre de thème, si vous êtes bienvenus. Alors je te laisse conclure, Syrah, et puis nous allons nous quitter là pour ce numéro. Merci à tous ceux qui étaient en ligne, merci à Issatou Sisfol notamment, qui nous a produit un tel trésor de personnes. Et voilà, je te laisse pour conclure. Dire quel aspect quoi tu voulais qu'on termine là. Mais pour conclure, je dirais que au noir de faire ce qui est bon pour lui et à nous d'être encore une fois dans l'action au lieu d'être tout le temps dans la réaction. À nous d'être dans l'action. Ah, ça c'est bien. Tu parles français. Et je comprends pourquoi ces gens t'appelaient Bounty, au fait. Mais je comprends mieux. Dans ton air un peu tranquille, candide là, distrait, on ne le voit pas. Mais tu parles très bien français. En fait, parce que ce que j'aime quand on parle français, c'est l'imaginaire qu'on développe. C'est-à-dire que c'est la musique des mots. C'est
voilà, c'est ces images, et c'est pas tant le fait d'aligner du vocabulaire, parce que parfois un peu le complexe du petit nègre qui pense que le fait d'organiser des mots très compliqués, c'est la preuve qu'on connaît très bien. Bon, je trouve ça un petit peu dans certains pays africains que je ne voudrais pas nommer. Sinon les Camerounais vont se fâcher. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc, en tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que comment les mots percutent, la danse des mots, comment on dirait. Donc, et des mots justes, tout simplement. C'est ça qui fait la beauté d'une langue. Même quand je parle, mon Dieu, moi, j'aime que les mots parlent, qu'ils forment des chocs comme du cristal. Donc, justement, parce que les mots c'est tellement juste, c'est le vrai mot, c'est à l'endroit, c'est parfait. Tu dis, effectivement, arrêtons d'être, commençons à être dans l'action, arrêtons d'être dans la réaction. Oui, je vois pas beaucoup grand chose à rajouter. En tout cas, c'est déjà beaucoup. Oui, voilà, soyons dans l'action, soyons dans l'entreprise. Si il y a des choses qui nous gênent, bah, voyons tout simplement comment on peut faire pour que ça ne nous gêne plus. Voilà. Tout simplement, arrêtons d'attendre, soyons entreprenants. Soyons entreprenants. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons conclure là pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Et on se retrouve probablement la semaine prochaine, on verra, on avisera, mais ce sera à peu près ça. Probablement, on va continuer sur cette série. De toute façon, on n'a pas terminé sur cette série sur la nouvelle négritude avec Sira. Et si vous avez des points de vue, n'hésitez pas à partager avec nous. Nous y reviendrons. À Fada Fada. Tu parles au Olaf, c'est vrai? Dis au revoir en Olaf. Ah, au revoir. Je peux dire à demain. Oui, toi. Dis à demain. Besouben, Inch'Allah. Ah, Besouben, c'est ça? Ouais. Ah, ben, en fait, c'est mon tonton, c'est mon prof de Olaf. Ah, Fada, d'accord. Besouben, voilà. Tonton Nangadef. Ah, Nangadef. Donc, on se retrouve donc pour un prochain numéro. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous abonner si vous voulez sur ma chaîne YouTube Nana Ketcha, parce que je vais migrer progressivement plutôt sur YouTube et nous ferons de ces émissions. C'est temps de dialogue, c'est temps de rencontre, de la connaissance, des personnes qui viennent nous nourrir de leur savoir. Nous allons le faire de plus en plus plutôt sur ma chaîne YouTube, parce que Facebook, voilà. C'est très bien, mais bon, on va laisser de la place sur Facebook à d'autres personnes. Donc, abonnez-vous à ma page YouTube, à ma chaîne, Nana Ketcha. Nana, comme une Nana, Ketcha, K-E-T-C-H-A, c'est moi. J'étais avec Sira Nevada, j'étais vraiment content de partager encore ce super moment avec toi. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bonsoir chez vous et à bientôt. On va se retrouver en musique, on va se quitter en musique, avec ma musique. D'accord. À bientôt. Bon dimanche et surtout bonne semaine. À très bientôt. Ah, il y en a qui se mordent du Olaf. Hein. C'est mon Olaf. Hein. À bientôt. Yamengebu me veut la main. Je n'ai personne. Yamengebu même. Je n'ai même pas un frère ou une soeur. Même pas un bon ami. Seulement toi. Ça c'est le tour de Aïssa Tousisfar.
Merci, bonsoir chez vous.